9h30, vous êtes bien sur TV Finance, l'émission Direct Gestion. Mon invité ce matin, Bertrand Lamiel, le directeur de la gestion sous mandat de B Capital, groupe BNP Paribas. Première question, Bertrand, vous étiez là pour l'édito, c'est le buzz du jour, la smartwatch. Je ne sais pas si vous en avez une, si vous comptez en acheter une. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau produit Apple? C'est toujours un petit événement, un nouveau produit chez Apple. Petit, oui, c'est même un grand événement. En fait, nous, ce qui nous intéresse dans le fait qu'Apple lance sa iWatch, d'abord, c'était attendu depuis un petit moment. Ça fait un vrai relais de croissance pour Apple. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils vont probablement, encore une fois, fixer les standards et créer ce qui s'appelle la Customer Experience, c'est-à-dire le fait qu'ils apportent au-delà de la technologie quelque chose en plus. Ils ne sont pas les premiers, vous l'aviez cité, d'autres sont déjà sur le marché, mais on voit bien que c'est un marché qui est encore balbutiant. Pourquoi? Parce qu'à notre sens, ce qui manque, c'est le côté service, valeur ajoutée pour le client, et de se dire j'ai ça, mais c'est pas juste un effet de mode, ça va véritablement me servir. Et parmi les applications sur lesquelles on les attend et qui vont probablement faire évoluer le marché, c'est ce qu'on appelle la mobile wallet, enfin le portefeuille virtuel. Le fait que demain vous puissiez payer avec votre montre ou avec votre smartphone. Donc c'est déjà le cas. Mais aujourd'hui, on est sur un marché qui est encore tout petit. L'ensemble des moyens mobiles de paiement, c'est 1% du commerce mondial. C'est là où il y a le plus fort taux de croissance. Et ce qu'on attend, c'est d'avoir véritablement des relais pour que tout le monde comprenne bien l'avantage qu'il a à faire, à adopter ce type de moyens de paiement et véritablement voir quelque chose qui va décoller. Oui, alors vous parlez de Customer Experience, expérience client. Il y a un autre anglicisme, c'est la fameuse Killer Application. Donc, qu'est-ce qui va demain nous servir? Vous parlez du moyen de paiement. Il y a même certains qui développent le trading. Alors, on se demande comment ça va être parce que l'écran va être quand même assez petit. Et puis, je parlais également dans l'édito du Quantified Self, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens ont envie de mesurer leur progrès, de mesurer leur santé aussi. Est-ce que vous pensez qu'Apple va pouvoir faire la différence dans ce domaine? Sur le Quantify Self, c'est pas évident. Enfin, en tous les cas, il va falloir sortir quelque chose de nouveau parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur ce créneau depuis un grand moment avec des applications qui existent diverses et variées. Alors, plutôt pour les sportifs, plutôt pour la santé, plutôt pour les malades. Et on voit même que les grands groupes, typiquement dans le diabète, commencent, je pense à Novo Nordisk par exemple, ont déjà lancé des pompes à insuline qui sont connectées et qui permettent au malade de suivre l'évolution de son diabète, le fait qu'il ait mis plus ou moins d'insuline qu'il en ait besoin. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a déjà des gens qui sont très présents. Donc, c'est pas forcément là qu'on les attend. Je pense qu'ils peuvent créer la surprise et qu'ils peuvent créer l'événement sur le côté moyen de paiement en devenant quasiment un vrai concurrent pour les banques. Et là, c'est plutôt de ce côté-là que j'irai regarder. D'accord. Et il y a aussi une rumeur là depuis quelques semaines, c'est l'Apple Car. Donc c'est la voiture connectée. En tout cas, ils ont déjà débauché des grandes pointures dans ce domaine. Est-ce que vous pensez là aussi que c'est réaliste? Le timing, on n'est pas sur un lancement très imminent. On serait plutôt sur 2020. Info, rumeur, intox? Il y a beaucoup de monde, on a déjà aussi Google qui s'y intéresse et les grands groupes automobiles, eux, sont pas restés à l'écart parce qu'il ne vous a pas échappé aujourd'hui qu'on peut se garer sans toucher le volant. Enfin, donc la technologie a déjà complètement intégré l'automobile et que l'automobile est en train de vivre sa deuxième révolution. On a aujourd'hui quelque chose, dans certaines voitures, l'équivalent de 20 PC pour une voiture, donc c'est déjà très présent. Donc est-ce qu'ils vont devenir des constructeurs à part entière ou une sorte d'équipementier haut de gamme sur la technologie? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais en tous les cas, tout ça est très intéressant et globalement fait avancer la technologie et le monde. Alors, vous avez déjà on a cité Apple, on a cité Google. Ce sont des géants du Nasdaq qui poussent cet indice sur des niveaux records. On a atteint plus de 5000 points la semaine dernière. À votre avis, est-ce qu'il y a une bulle qui est en train de se fermer sur ces valeurs techno ou est-ce qu'on reste dans des ratios de valorisation qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait pendant l'an 2000 et donc du coup on pourrait aller encore plus loin? Non, si on regarde... C'est un secteur sur lequel vous êtes investi, par exemple les valeurs techno aux États-Unis. Oui, on a pris la Frenchie, à savoir Criteo. Donc, qui aide les sociétés dans la publicité digitale. On a eu de l'Apple, on en est sorti parce on trouvait qu'elle était bien montée, que potentiellement on pouvait la retrouver un petit peu plus bas. Alors Criteo, rappelez-nous ce que c'est. C'est les trucs très très agaçants pour tout internaute. Vous cliquez sur une pub, une bannière ou un appareil électroménager et
bizarrement, quelques heures plus tard ou le jour d'après, vous allez voir exactement la même publicité pour le produit que vous êtes allé visiter. Vous êtes en fait tracé par cette technologie et du coup, si vous avez eu le malheur de cliquer sur une machine à laver, vous allez revoir votre machine à laver pendant à peu près 2 semaines ou 3 semaines. C'est ça? Ouais, alors non, oui, c'est ça. Sauf que eux, en fait, ils ont travaillé sur beaucoup d'algorithmes pour justement ne pas être agaçants et arriver et faire arriver donc les sociétés avec la publicité qui soit véritablement ciblée. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez acheté une machine à laver, ils vont arrêter de vous envoyer des choses sur la machine à laver. Potentiellement, ils pourront vous présenter de la lessive. Mais bon, la logique est d'éviter de faire du push qui soit, voilà, on a vu que vous êtes machine à laver et on vous colle tout le ménager. Donc c'est d'avoir des algorithmes qui retracent le comportement du consommateur et de faire en sorte de lui apporter la bonne information au bon moment. Si on voit que vous êtes intéressé par les voyages, donc si vous êtes effectivement régulièrement en train de faire des allers-retours avec la Corse, ils vont probablement vous proposer de l'hébergement et des avions. Par contre, s'ils voient que c'est une fois la Corse puis le Portugal, ils vont vous proposer quelque chose qui soit a priori le sud de l'Europe, donc plutôt l'Italie ou l'ex-Yougoslavie. Donc la logique, elle est véritablement là, c'est d'aller plus loin que de la réplication d'un mouvement que vous avez pu faire en cliquant sur un push. Et donc, proposer des différentes... L'avantage de cette société, c'est qu'il y a un taux de croissance qui est très fort. Globalement, on sera sur des 25% de croissance de chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années, avec une forte croissance encore cette année. Et en fait, ils ont un taux de satisfaction de leurs clients qui est énorme, c'est-à-dire que 90% de leurs clients sont récurrents. Et donc, c'est des gens qui comprennent très vite qu'effectivement, en utilisant les technologies de Criteo, ils sont capables d'avoir un meilleur retour sur leurs investissements de la publicité sur le digital. D'accord. Donc, si je résume, je vous ai posé la question sur le Nasdaq en général, vous m'avez répondu Criteo. Vous êtes dans une logique de stock picking ou vous continuez à regarder le marché américain? On continue à regarder le marché américain qui aujourd'hui est pas cher, hein. En tous les cas beaucoup moins cher que dans les années 2000 où on payait des sociétés qui ne faisaient pas de résultats. Vous citiez Apple tout à l'heure, là qui est en train de faire des bénéfices records. Apple, on est sur des PER de l'ordre de 10-12 fois les bénéfices, donc ce qui est somme toute pas très cher. Donc non, on pense qu'il y a encore de la place. Est-ce que ça ira encore aussi vite que c'était sur les derniers mois? Probablement qu'à un moment donné, il faudra faire une pause. Mais en tous les cas, sur les sociétés technologiques, notamment aux États-Unis, elles ont un avantage, c'est que je pense qu'aucune ne se plaindra de l'euro-dollar. Autant des grandes sociétés industrielles vont souffrir vis-à-vis de sociétés européennes qui vont regagner des parts de marché. Là, quand on a regardé les publications des bénéfices des grandes sociétés technologiques, aucune n'a mentionné l'euro-dollar comme étant quelque chose qui les gênait. Elles ont cette capacité à avoir un pricing power, une capacité à fixer les prix, donc qui fait en sorte qu'elles ne sont pas gênées par le change. D'accord, donc pour vous, pas de bulle pour l'instant, même si on a battu des nouveaux records, hein, donc on est tout près de 5000 points, on a un petit peu corrigé la semaine dernière, mais ça reste effectivement sur des niveaux, le fameux Price Earning Ratio, ratio cours sur bénéfice, de l'ordre de 22-23, alors qu'on était au-delà de 100, c'est vrai, en 2000. Si on regarde du côté de notre vieille Europe, chômage toujours, risque de déflation et puis eh bien enfin le bazooka a tonné, on va dire. Mario Draghi a parlé, enfin on a plus que parlé cette fois, on a véritablement lancé le QE depuis hier, hein, donc c'est 60 milliards d'euros d'obligations qui vont être achetées chaque mois, 2 milliards par jour. Et puis je ne vous fais pas le calcul par minute ou par seconde, mais c'est quelque chose de considérable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le pari selon lequel cette liquidité va assécher le marché des obligations et du coup les assureurs, les banques vont se reporter sur du papier plus risqué et booster l'économie réelle, est-ce que c'est un pari qui vous semble intéressant et qui peut être gagné? Alors sur le principe, donc il fait ce qu'avait déjà fait en son temps la Fed et avant même qu'il ait commencé véritablement à faire des rachats, on a vu que les taux s'écrasaient et sur la plupart des emprunts d'État, on commence à avoir les taux jusqu'aux 3 ans ou aux 4 ans qui sont en territoire négatif. Donc aujourd'hui, vous payez pour prêter de l'argent à certains États jusque des échéances de 3 ou 4 ans. Donc ça impacte sur les taux, il est déjà là. Alors ensuite, la courroie de transmission, c'est d'aller jusque l'économie réelle et faire en sorte qu'on ait une renaissance du crédit en Europe. Et on voit, alors c'est les premiers chiffres, il faut faire attention, mais globalement, on est avec un retour du crédit aux entreprises en Europe.
Le but, c'est que les entreprises, surtout les PME, retrouvent de la capacité à trouver du crédit pas très cher. Jusqu'à présent, on était encore sur des prêts de trésorerie à un an qui coûtaient 4-5%, ce qui est juste complètement cher, alors que le 10 ans français est à 0,60. Donc ça a commencé, donc il y a cet effet-là qui commence à se mettre en place. Et en même temps, il y a une petite contradiction, puisqu'on demande aussi, au niveau des banques, toujours plus de réglementation, de fonds propres, de régulation. Donc d'un côté, on dit qu'il faut accélérer et prêter à l'économie réelle, mais de l'autre côté, attention, faites quand même, on ne veut pas qu'il y ait de risque systémique comme en 2008, donc faites attention et gardez un solide matelas. D'ailleurs, on commence à voir des voix qui s'élèvent et qui sont en train de regarder, de se dire est-ce qu'on n'est pas allé un peu loin sur le côté BAL 3. Donc là, les banques, globalement, elles ont fait le boulot, elles ont passé les dépréciations d'actifs. Donc il y a même potentiellement la création d'une structure de diffusance en Italie qui va se mettre en place. Donc pour absorber toutes les mauvaises dettes et faire en sorte qu'on ait des banques qui sont en bonne santé et qui vont pouvoir accompagner l'économie dans le rebond qu'on est en train de connaître. Parce que parallèlement à ça, il faut voir que donc, il y a quelque chose qui est relativement exceptionnel pour l'Europe, c'est que, on a la Banque Centrale Européenne qui commence à agir, donc qui fait baisser les taux pour relancer l'économie. On a une économie qui est en train de repartir. On a un change qui est favorable pour les entreprises européennes. Le fait que l'euro-dollar soit passé de 1,40 à 1,08, 1,09 hier soir, globalement, toutes choses égales par ailleurs, c'est 4 à 5% de croissance des bénéfices par action en plus. Donc ajouté aux 9 ou 10 qu'on attend pour cette année. Et en plus, on a le pétrole qui est descendu depuis 3 mois autour des $50. Et là, si on estime que le pétrole reste dans cette zone-là pendant un an, c'est 1800 milliards de dollars sur un an d'économiser. Donc 1800 milliards de dollars sur un an, c'est immédiat, c'est du pouvoir rendu aux consommateurs. Il faut imaginer que si... Ces 1800 milliards de dollars, c'est 320 millions de consommateurs en plus pendant un an. 1800 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB du Canada. Imaginez qu'on vive avec un deuxième Canada sur la planète pendant un an. Donc là, c'est juste énorme ce qui est en train de nous arriver. Et là, sur le pétrole, on est sur des croissances additionnelles de l'ordre de 6 à 7% pour cette année. Alors justement, donc tout ça va le se diffuser, QE, mais on ne l'a pas encore vu aujourd'hui dans les chiffres, ça commence à venir. Ok, mais est-ce que, puisque le marché anticipe toujours, on a vu une progression qu'on n'avait pas vue depuis 1991, bref 16% en 2 mois, alignement des planètes certes, mais le marché anticipe très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, on est, à votre avis, on est déjà à des prix qui anticipent justement tous ces bons effets, cet alignement des planètes, ou est-ce qu'il y a encore un réservoir de croissance et de potentiel sur les actions européennes? Alors d'abord, il faut éviter le biais de cadrage. Oui, sur 2 mois, c'est juste hallucinant ce qu'on a connu, on ne l'avait pas connu depuis très longtemps. Si on reprend sur un an, n'oublions pas que l'an dernier, les indices actions européens ont fait 0, alors même que les entreprises ont connu des croissances de l'ordre de 8 à 10%. Donc rattrapage finalement de l'année 2014. Globalement, c'est plutôt un rattrapage de l'année 2014 qui était relativement chahuté, notamment avec le sujet grec, je pense, qui a couché les indices sur la fin de l'année. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand on va regarder les révisions de croissance des bénéfices, si on prend une société comme Peugeot qui fait un parcours exceptionnel depuis le début de l'année et qui a quasiment quadruplé depuis sa sortie du CAC, on peut se dire, bon, est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite en besogne? Mais si on regarde sur le début de l'année, Peugeot, il y a eu des révisions à la hausse des bénéfices par les analystes qui sont supérieures à la performance boursière. Donc aujourd'hui, de manière assez paradoxale, Peugeot est moins cher qu'elle ne l'était en début d'année. D'accord, donc on voit effectivement ça va le continuer. titre qui était aux alentours de 7-8, qui a végété toute l'année dernière, qui se réveille effectivement pile poil en début d'année. Et là, progression assez considérable, on passe très très rapidement de 10 € à 16,24 hier, soit près de 60%. Vous étiez sur le titre? Oui. Et donc, d'ailleurs, comme sur Daimler ou comme sur Faurecia, on pense que l'automobile, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le marché automobile est en train de se réveiller dans le monde et particulièrement en Europe. Et donc, des titres très européens, de manière générale, vont profiter d'un renouveau de croissance en Europe. Et donc tout ça, pour nous, alors oui, il y aura les élections en Grande-Bretagne, il y aura les élections en Espagne qui vont probablement à un moment donné chahuter le marché, mais globalement, on est quand même porté par une tendance de fond où, a priori, tout au long de l'année, on va avoir des révisions à la hausse au fur et à mesure que tout le monde va intégrer que le pétrole reste sur des niveaux relativement faibles, que l'euro-dollar qu'on a vu aujourd'hui à 1,08, à 1,09, pourquoi pas à la parité demain. Donc tout ça, ça va se diffuser et ça va créer des révisions à la hausse des bénéfices qui vont accompagner le marché dans la hausse. Très bien, tendance de fond donc plutôt porteuse selon Bertrand Lamiel de B Capital. On va voir dans un instant les valeurs sur lesquelles il est positionné et qu'il recommande ou celles qu'il décommande. En tout cas, on se rejoint tout de suite sur Direct Gestion. À tout de suite.